Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Haloud Maouni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, vous suivez nos programmes sur 75 radios et 3 télévisions à travers le pays. Les mesures sanitaires face au coronavirus sont respectées sur ce plateau et nous allons parler d'éducation au Mali. Les cours à distance peuvent-ils éviter une année blanche? Nos invités sont Mohamed Maïga, directeur du Centre national des examens et concours du Mali, Ousmane Almoudou, secrétaire général du syndicat national des enseignants, fonctionnaire des collectivités, Dr Morike Dambélé, pédagogue, professeur à l'université de Bamako. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à tous. Le Grand Dialogue. Alors, Mohamed Maïga, vous êtes directeur du Centre national des examens et concours du Mali. Aujourd'hui, par rapport à la crise scolaire que le Mali vit et les écoles qui restent fermées, notamment face au coronavirus, quelle est la situation? Aujourd'hui, face au coronavirus, tout le monde sait que les établissements sont fermés jusqu'au 9 mai. Pour un départ, peut-être ça peut continuer, peut-être qu'à partir du 9 mai, le confinement, la fermeture des écoles sera achevée. Mais face à cette situation, le ministère de l'Éducation a décidé d'assurer une continuité pédagogique pour l'ensemble des élèves et étudiants du Mali. C'est dans ce cadre qu'un programme de cours à distance est sur le point. Et on a même commencé à diffuser les premiers cours aujourd'hui. Il s'agit pour nous d'assurer une continuité pédagogique pour l'ensemble des élèves du Mali, afin qu'ils ne restent pas à la maison, les bras croisés, et oublier même ce qu'ils ont déjà eu à faire pendant l'année scolaire. Et quel est l'avis des parents d'élèves sur cette question, la continuité pédagogique, les cours à distance? Nous allons écouter Djouga Madi Sissoko, qui est membre de l'association des parents d'élèves, sur cette question. Est-ce que cette année-là n'est pas déjà blanche d'ailleurs? Je suis vraiment désolé de faire le constat, parce que l'ère actuelle où nous sommes, l'école vraiment, même si elle n'est pas blanche, il y a une sorte quand même qui est là. Et je pense que vraiment l'année est presque blanche. Bon, je suis en train de l'observer avec amertume comme tous les parents d'élèves. On nous demande maintenant d'envoyer qui vont donner des cours aux enfants par correspondance, sinon par médias. Ça veut dire quoi? Mais il y en a des milliers qui n'ont même pas de poste de téléviseur. Et le poste de téléviseur est un trésor, on met ça au milieu de la famille pour pouvoir égayer tout le monde. Alors on va demander à cet enfant-là maintenant, dans telle journée, d'aller étudier maintenant dans la cour avec la télé. Comment ça va marcher? Parce que le temps n'est pas notre allié actuellement. Et cette pandémie-là également vraiment est venue se mettre à notre table, c'est vraiment pas la bienvenue. Je ne donne pas tort à l'État, je ne donne pas tort aux enseignants. L'État a dit que je n'ai pas les moyens actuellement de satisfaire vos besoins, c'est vrai. Mais l'État a fait des consensus aussi. Il faudra maintenant développer une synergie entre les acteurs de la société civile et les enseignants. Ousmane Almoudou, que pensez-vous de ces mesures prises par l'État pour la continuité pédagogique au Mali? En fait, merci Mohamed de l'invitation à nous faite par votre radio. Nous, au niveau du syndicat de l'éducation signateur, je suis secrétaire général du CNFCT, mais je suis là au nom du syndicat de l'éducation signateur. Du 15 octobre. Du 15 octobre 2016. Et nous pensons d'abord qu'il est difficile de faire fonctionner une école sans les enseignants et que cette initiative du département de l'éducation a été faite sans la participation des enseignants. En tout cas, les syndicats n'ont pas été associés. Ce n'est que le 6 que le ministre nous a appelé pour nous informer de l'initiative en cours. Donc, nous avons donné les différentes informations par rapport à ça. Le 6 avril? Oui, le 6 avril, tout près, oui, pour nous informer qu'ils ont initié effectivement de mettre en place des cours à distance pour la continuité pédagogique. Et nous nous interrogeons, quelle est la pédagogie qu'il faut continuer ici, dans un pays où les écoles sont fermées depuis le 16 décembre 2019. Nous avons donné notre point de vue là-dessus et nous pensons que à la sollicitation du département d'accompagner le gouvernement dans cette initiative, nous avons répondu par un non. Parce que pour nous, aujourd'hui, cette initiative n'est qu'un acte discriminatoire entre les enfants du Mali. Dire assurer l'éducation à tous les enfants du Mali, c'est vraiment ignorer les réalités du pays. Et moi qui viens du Nord, je sais que chez moi, pour que les gens puissent avoir la télé, c'est la croix et la bannière. Si on dit à ces enfants d'aller suivre des cours à la télé, c'est compliqué. N'en parlons pas des réseaux sociaux, etc. Donc pour nous, quand même, aujourd'hui, c'est vraiment une aventure. C'est une aventure dans laquelle le département s'est lancé,
qui ne peut pas apporter les résultats escomptés pour nous aujourd'hui. Mais si la télé et les réseaux sociaux ne sont pas accessibles pour les populations que vous citez, est-ce que la radio n'est pas accessible pour ces populations? En fait, Mohamed, vous savez, quand vous regardez notre système, déjà avec l'interactivité directe avec les enfants, on a des difficultés. À plus forte raison, la radio. Moi, ce matin, j'ai suivi un cours de 2 heures de temps, qu'on a pratiquement escamoté en 30 minutes. Non, ça, ce n'est pas un cours. Ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas. On ne peut pas faire l'éducation, on ne peut pas faire l'enseignement en vouloir mettre de côté les enseignants. C'est impossible. Docteur Moriké Dambélé, est-ce que vous posez la même question que se pose Ousmane Al-Moudou qui demande quelle est la pédagogie à continuer au Mali? Merci beaucoup, M. Touré. Oui, nous partageons à peu près quelques inquiétudes, mais il faut dire que moi je salue l'initiative du gouvernement de tenter d'établir un pont pédagogique avec les enfants restés très longtemps sans ce minimum possible. C'est une très bonne initiative, mais cela ne veut pas dire que j'adhère totalement aux conditions dans lesquelles, évidemment, l'annonce a été faite. Il faut dire qu'il y a un ensemble de conditions qu'il faut remplir pour que nous puissions tirer le maximum de profit des cours en distance que le gouvernement s'apprête à organiser. Il y a des questions de fond par rapport à l'enseignement à distance dans notre contexte, c'est-à-dire le contexte malien. Et bon, je pense que dans le débat, on va en parler. Sinon, dire que ouvrir des enseignements à distance dans le contexte aujourd'hui au Mali, c'est une bonne initiative. Dans les conditions pratiques de mise en œuvre de cet enseignement, qui n'a pas pour but de remplacer l'enseignement physique, mais qui vient en complément et de façon exceptionnelle pour suppléer un tout petit peu le manque à gagner pédagogique. C'est pour cela que peut-être on va aussi développer le terme continuité pédagogique, qui, quand j'ai écouté ça, ça m'a posé un petit souci, dont on va parler plus tard. D'accord. Alors, Monsieur Maïga, quel est l'objectif de cette mesure prise par le gouvernement? Je pense que si tout le monde suit la télé et la radio, on sait que dans tous les pays qui nous entourent, la continuité pédagogique est assurée avec la fermeture des écoles. Est-ce que ce n'est pas fermé? Est-ce que ce n'est pas assuré au Sénégal, au Burkina, et en Côte d'Ivoire? Et je sais que toutes les conditions ne sont pas réunies au Mali, vu la couverture de la télé, vu aussi les parents qui n'ont pas tous les moyens pour payer une télé. Mais cela ne doit pas nous empêcher. Il n'y a pas que la télé seulement. Il y a tout ce qui est Internet. Contrairement à ce que dit le syndicaliste qu'au Nord, même si tu es au Nord, tout le monde a accès aujourd'hui aux réseaux sociaux au Nord. Ça veut dire que le net est disponible. Sinon, tu ne peux pas avoir accès aux réseaux sociaux si le net n'est pas disponible. Donc, c'est un ensemble de moyens qu'il faut combiner pour permettre aux enfants d'avoir accès aux ressources pédagogiques qui sont diffusées à la télé, qui peuvent être mis sur YouTube, et qui permettra à tous les enfants d'avoir accès à ressources. Les zones où on ne peut pas avoir accès aussi, il est possible aussi de faire des tirages papier, format papier, et que les directeurs d'école acheminent vers les parents d'élèves. Tout ça, ça permet d'aider tous les enfants. Contrairement à ce que disait un autre, je ne pense pas du tout que notre objectif, c'est de faire l'enseignement sans enseignants. Ça, ce n'est pas possible. Parce que même les cours qui se font, c'est quand même des enseignants qui le font. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas enseignant qui le fait. Les cours que vous avez suivis, les cours sont assurés par des enseignants. Ça, au moins, il faut qu'on soit clair là-dessus. Personne ne viendra faire un cours à la place d'un enseignant. Parce qu'il ne pourra même pas le faire. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce sont des enseignants qui assurent les cours, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Maintenant, on peut ne pas être d'accord sur le délai d'information parce que je pense que
La décision a été prise un peu tard parce qu'il faut juger le terrain pour voir quels sont les moyens qui sont disponibles, quelles sont les compétences qui sont disponibles, les compétences techniques, les moyens techniques qui sont disponibles pour pouvoir faire une telle activité. Mais dans tous les cas, bien avant aujourd'hui, il était question de créer une université virtuelle au Mali. Les papiers sont dans le circuit depuis longtemps. Ça n'arrive pas à se concrétiser, mais quand même, ça existe. C'est une initiative qui existe, qui n'a rien à voir ni avec le coronavirus, ni avec le mouvement de grève des enseignants. C'est une initiative qu'on donne, c'est un soutien, même si les enseignants ne sont pas en grève. Moi, je suis pour qu'on apporte des ressources éducatives qui permettront aux enfants de compléter ce qu'ils apprennent en classe. Ça, personne ne peut discuter de cette importance. Personne ne peut me dire que le fait qu'on mette à la disposition des élèves des ressources éducatives, ce n'est pas une bonne chose. Ce serait toujours une bonne chose. Ce serait toujours un plus pour les apprenants. Vous avez parlé de l'accès aux réseaux sociaux. Est-ce que cela veut dire que la connexion Internet va être gratuite pour tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir accès, notamment aux réseaux sociaux, parce que ça demande des frais? Oui, elle ne sera pas forcément gratuite parce que les opérateurs économiques ils travaillent pour quand même gagner des ressources, mais ils font des tarifs préférentiels aux gens. Par exemple, ils sont en discussion avec la Sotelma Malitel pour avoir des rabais de coûts. Je pense qu'Orange a déjà accordé quelques facilités pour un mois. Donc, je pense qu'ils vont continuer dans cette dynamique pour essayer de faire en sorte que les opérateurs de téléphonie et d'Internet puissent baisser les coûts afin que la majorité des apprenants puissent avoir accès à ces ressources. Monsieur Almoudou, Monsieur Maïga vient de le dire, ce sont des enseignants qui vont dispenser ces cours. Le collectif des enseignants signataires du 15 octobre n'a pas voulu participer à ce processus. Est-ce parce que le syndicat est en grève ou est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas convaincu par la finalité de cette initiative? Merci Mohamed. Moi, je voudrais qu'on se dise ici que faut qu'on arrête les couper-coller. Que cette initiative, nous ne sommes pas contre la méthode. Nous ne sommes pas contre la méthode. Mais l'utilisation qui en est faite aujourd'hui, nous sommes contre ça. Que voulez-vous dire par copier-coller? Mais c'est un copier-coller. Si aujourd'hui, Michel Maïga nous dit qu'en Côte d'Ivoire c'est fait, au Burkina c'est fait, etc. etc. Mais n'oublions pas les réalités. En Côte d'Ivoire, au Burkina, au Sénégal, avant le coronavirus, il y avait cours. Les écoles fonctionnaient normalement. Mais au Mali, il n'y avait pas cours. Nous ne sommes pas dans les mêmes réalités. Ça, c'est un. Mais là-bas, nous sommes en contact avec nos camarades syndicalistes qui sont là-bas, qui ont mis à faire des recommandations par rapport, en tout cas au cas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, j'ai mis à faire des recommandations au gouvernement par rapport à ça. En écoutant même hier les arguments qui sont ici, en écoutant le président français hier, il nous donne raison que c'est une discrimination, une inégalité qu'on crée entre les enfants. Quand on dit aujourd'hui, au nord, même pas au nord, il y a des alentours de Bamako. Moi, je prends l'exemple ce matin sur le cours de mathématiques que j'ai suivi. Mais quand on faisait le cours, à Koulba, à Sokanafi, nous sommes à Bamako, ici, il n'y avait pas d'électricité. Non, il faut qu'on arrête de se leurrer. Nous ne sommes pas contre la méthode. Mais aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour aller à ça. Ce n'est qu'une façade. On cherche à couvrir. On n'a jamais présenté aux gens que les écoles sont effectivement fermées parce qu'il y a coronavirus, mais avant la fermeture des écoles, il y avait un mouvement des enseignants. C'est ça qu'on veut balayer des revers de main pour mettre en avant le coronavirus, pour tromper les gens. En réalité, c'est ça. Et là, c'est ça que nous nous disons, nous n'allons pas associer notre nom à ça, parce qu'en nous associant, ça veut dire que nous devenons complices du gouvernement dans cette action vis-à-vis de la population malienne, où nous n'avons pas devoir de trahir, et surtout, c'est les enfants des pauvres qui n'ont pas accès à cela. Et quand il parle de YouTube, etc., mais il faut avoir des téléphones Android. Ce n'est pas tous les enfants du Mali qui ont la possibilité d'avoir des téléphones Android pour suivre ça sur les réseaux sociaux. Et revenons sur terre, nous sommes au Mali. Là. Vraiment, pour nous, c'est ça la difficulté fondamentale aujourd'hui. Donc, pour dire que nous ne sommes pas contre, je le reviens encore là-dessus, la méthode. C'est une méthode d'enseignement qui, à l'heure aujourd'hui, lorsque toutes les conditions sont réunies, mettra même à l'aise les professionnels de l'enseignement. Aujourd'hui, vous me permettez, les enseignants qui sont en train de donner le cours aujourd'hui, ce sont des conseillers pédagogiques. Le gouvernement, le département, depuis à l'initiation du projet, au niveau du fondamental, a exclu carrément les enseignants pour dire que les comités pédagogiques seront constitués des conseillers pédagogiques. Donc d'emblée, ils ont mis à côté les enseignants.
Et c'est des conseils pédagogiques qui, certains ont fait plus de 15 ans, plus de 10 ans, ils ne rentrent pas en classe. C'est eux qui, aujourd'hui, ils jouent le rôle de l'enseignant qui est en classe tous les jours. C'est ça. Donc, est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas la compétence de pouvoir jouer ce rôle? Nous pensons qu'ils ont tellement pris du recul par rapport à la pratique de classe qu'ils ne peuvent pas. Est-ce que vous pensez, Dr Moriké Dambélé, que les conditions ne sont pas réunies? Merci beaucoup, M. Touré. Je crois que dans cette situation, il y a beaucoup d'amalgames. Il y a la grève des enseignants, il y a la maladie coronavirus, ce qui fait que... Il y a des écoles qui étaient fermées à cause de l'insécurité. Voilà, de l'insécurité. Et donc, il y a beaucoup de situations qui se greffent. Nous avions proposé, évidemment, avant même la grève des enseignants, quand les écoles sont fermées au centre et au nord, nous avions demandé à ce qu'on mette des cours en ligne à l'université. Bon, donc c'est pour pallier totalement à la situation que nous connaissons. Donc, mais concrètement, il y a des questions qui vont surgir à propos de l'organisation matérielle des cours à distance. Ces questions vont intégrer deux dimensions. La première dimension, c'est qu'il me semble qu'on est parti très vite à l'opérationnalisation des cours en ligne, et alors que nous n'avons pas un socle bien installé. Vous avez parlé du cas du Sénégal, vous avez parlé du cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est dans l'enseignement à distance il y a 5 ans. Le Sénégal est dans l'enseignement à distance il y a autant d'années. Et donc, il y a une expérience qui sert de socle au développement, justement, de formation à distance. Or, dans notre pays, le professeur l'a dit, nous avons tenté d'ouvrir une université virtuelle qui n'a pas encore ouvert ses portes. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on ne peut pas aller au rythme du Sénégal. On ne peut pas aller au rythme de la Côte d'Ivoire, étant donné que ceux-ci ont pris une certaine avance sur nous. Ça, c'est extrêmement important. Le deuxième élément, c'est le collègue enseignant parlait des inégalités. C'est vrai, quand bien même on donne un cours en présentiel, vous avez 30 élèves, les 30 élèves ne comprennent pas le cours de la même façon. C'est une inégalité. Il y a des inégalités dont on ne peut pas se départir. Mais dans le contexte de l'enseignement à distance, il est vrai qu'il y aura des inégalités. Et moi, j'ai appelé même renforcement des inégalités de départ. Parce que les familles ne sont pas dotées, ne sont pas équipées à la même taille pour pouvoir reproduire les cours. Je dis bien reproduire. Par exemple, un cours qui vient le premier cours a eu lieu, on peut enregistrer. On peut enregistrer, si l'enfant n'est pas là, on peut reproduire ça de manière à ce qu'il comprenne. Et de toute façon, ce n'est pas mal en soi. Mais pourvu qu'il y ait un dispositif qui permet de travailler à faire passer le message. Ça, c'est la première dimension. L'autre dimension qui me préoccupe personnellement en tant que pédagogue, c'est de dire comment ces cours vont être organisés en si peu de temps et pour tous les niveaux et pour toutes les disciplines. Parce que la question, ce n'est pas de donner un cours de mathématiques isolement. Il faut que ce cours-là corresponde à un besoin de cours exprimé par une catégorie d'élèves. Et qu'il y ait continuité, parce qu'on parle de continuité, et que la prochaine fois, on avance. Et que de continuité en continuité, on puisse faire des examens. Ce n'est pas l'esprit, à mon avis. En tout cas, je ne vois pas cet esprit-là. Mais je vois l'esprit de maintenir le lien entre l'école et les enfants. Et bon, ce lien-là, quand on le maintient, l'idée n'est pas de continuer à faire ça pour pouvoir faire des examens. N'est-ce pas l'objectif? Est-ce que ce n'est pas ça l'objectif? Monsieur le directeur, pour le moment, on n'a pas parlé des examens, on n'a pas abordé cet aspect, mais j'espère que le coronavirus va prendre fin. Je l'espère et je le souhaite. Et si ça prendra fin, je suppose que l'école va reprendre. Parce que quoi qu'on dise, ce n'est pas toute l'école qui était en grève. Le privé fonctionnait. Le privé marchait. Le privé n'a jamais arrêté.
Mais la majeure partie des élèves ne sont-ils pas dans non, si je prends au niveau du technique professionnel et du secondaire général, la majorité des élèves sont dans le privé. Ils atteignent 60 à 70%, même 80% pratiquement dans l'enseignement technique et professionnel. C'est peut-être au niveau du fondamental que le maximum va se trouver au niveau du public. Mais il ne faut pas qu'on oublie. On dit il y a ceci, cela. Mais si tu sors des grands centres urbains, la majorité des écoles ailleurs, ils fonctionnent avec combien d'enseignants? Tu as peut-être pour 6 classes 3 enseignants, 2 enseignants. La majorité de nos écoles sont dans cette situation. Le déficit en enseignants au Mali pour cette année qui vient est de 25 000 enseignants. Quoi qu'on dise, il y a un déficit de 25 000. Déjà, il y a une inégalité à ce niveau. Et qui récolte les pots cassés de cette inégalité? Il y a déjà une inégalité. Cette inégalité-là, elle existe de tout le temps dans notre système éducatif parce qu'on n'a pas les ressources et les moyens pour recruter suffisamment d'enseignants, pour construire suffisamment de salles de classe, pour permettre à chaque enfant de venir. Même à Bamako, tu trouveras des classes avec 100 élèves, plus de 100 élèves. Est-ce que 100 élèves, c'est déjà un problème à ce niveau? Il n'y a pas la légalité parce qu'avant, on sait très bien que c'est très difficile pour un enseignant de prendre en charge cet effectif, surtout au niveau des classes d'initiation. Ce n'est pas facile. Donc cette égalité, elle a toujours existé dans notre système, faute de moyens, faute de beaucoup de problèmes qu'on a rencontrés. Et au nord, il vient de parler au nord. Beaucoup d'écoles sont déjà fermées au nord depuis plusieurs années. Donc, mais est-ce que cette inégalité n'est pas accentuée par cette mesure-là? Non, je ne pense pas que la mesure va accentuer cette inégalité. Parce qu'on oublie une chose. Il y a un côté social qui est très développé au Mali. Si quelqu'un, dans tous les villages, pratiquement, tu trouveras quelqu'un qui a un téléphone Android. Et les gens sont toujours prêts à partager ce qu'ils ont dans la société malienne. Tout le monde le sait. Donc, il suffit seulement que quelqu'un puisse avoir accès, qu'il y a beaucoup d'associations qui existent, il y a beaucoup d'associations qui existent. Ils peuvent partager les ressources. Ils peuvent permettre à d'autres d'avoir accès à ces ressources. Partager des cours de plus de 30 minutes, avec ça demande également de la connexion Internet. Ça demande également d'autres téléphones Android qui ont un Bluetooth pour pouvoir partager, par exemple. Vous me laissez finir? Poursuivez. Vous me laissez finir? Poursuivez. Les cours sont au maximum de 30 minutes. Il n'y a pas de cours de plus de 30 minutes. Normalement, leur thème a demandé des formats de 30 minutes. Mais ça, ce n'est pas un gros problème pour moi. Même si le cours dépasse 30 minutes, on peut le scinder. Ça, ce n'est pas un problème. On peut le scinder. Ce n'est pas un gros problème. Aujourd'hui, avec la technologie... Qui va faire cela? Avec la technologie qui existe, on peut scinder n'importe quel cours, même si c'est 120 minutes, on peut le scinder en petites séquences qu'on transmet. Ça, ce n'est pas un gros problème. Mais n'est-ce pas Techniquement, ce n'est pas possible. N'est-ce pas aux autorités de prendre toutes ces mesures et de les mettre à la disposition de la population? Mais bien sûr, les autorités vont prendre. C'est pour cela qu'on n'est pas parti d'ailleurs à des cours de plus de 30 minutes. Jusqu'à présent, la plupart des cours n'atteignent même pas 30 minutes, c'est 15-20 minutes. Jusqu'à présent. Pour le début qu'on a vu en tout cas. D'accord. Okay. Sans interaction entre les professeurs, les enseignants et les élèves, est-ce que la compréhension sera au bon niveau? Almoudou. Non, moi je pense que... moi je reviens sur ma préoccupation. Si l'école existait avant cette situation et que l'objectif était de maintenir les liens, n'est-ce pas, entre les enseignants et les élèves, ça pourrait marcher. Mais je reviens encore, des gens qui ont, depuis le 19 mars, le 16 mars, ne sont pas en classe, n'ont pas eu de cours. Il est difficile qu'à partir d'un cours de 20 minutes, de 30 minutes, de leur transmettre une connaissance. C'est vraiment ma position. Et dire que les inégalités ont toujours existé, est-ce parce que les inégalités ont toujours existé qu'il faut rester dedans? Au nord, dans une grande partie du territoire, toutes les écoles ne sont pas fermées. Les écoles fonctionnaient dans certaines parties du nord. Moi, je suis de Tombouctou, dans mon village, l'école fonctionnait. Ce n'était pas fermé. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle situation, aucun enfant ne pourra suivre ce cours-là.
Et d'ailleurs, on a fermé les écoles. Alternative différente de celle-ci. On a fermé les écoles, c'est pour éviter le contact pour la transmission du virus. Si quelqu'un devrait prêter son téléphone à quelqu'un d'autre, c'est contribuer à la propagation du virus. L'objet, c'est que chacun ait son moyen à lui seul pour suivre ces cours-là. C'est ça l'objectif. Mais au-delà de ces cours à distance, est-ce que vous voyez une autre alternative qui pourrait permettre aux élèves, par exemple, de réviser leurs cours? Non, en fait, peut-être les pédagogues vont nous donner des pistes de solutions par rapport à ça. C'est donc que nous, aujourd'hui, en tout cas moi personnellement, et la situation du pays, vu les moyens, vu le fait même que l'école a été laissée. Aujourd'hui, on demande de faire des comités pédagogiques. Les syndicats ont tout le temps demandé dans ce pays-là à faire fonctionner ces comités pédagogiques. Le gouvernement n'a jamais prêté une oreille attentive à ça. Et c'est aujourd'hui qu'on nous demande de faire des comités pédagogiques. Il n'y a pas, comment est-ce que moi je vais dire ça? Il n'y a pas la prévision des choses. Si ces comités pédagogiques étaient, le gouvernement à son temps que les syndicats avaient posé ça comme revendication, avait prêté une oreille attentive, ces comités existaient, fonctionnaient, elles allaient effectivement produire, à mon avis, des documents pédagogiques qui, à cette période-là, peuvent être donnés aux enfants qu'ils vont réviser à la maison. À vous, docteur Moriké Dambélé. Moriké Dambélé, vous aurez la parole tout de suite. Moriké Dambélé va réagir. Vous aurez tout de suite. Oui, vous aurez tout de suite la parole pour réagir là-dessus. Si tu laisses partir là, par rapport aux comités pédagogiques. Oui. Je suis désolé, mais les comités pédagogiques sont créés, ils existent normalement. Dans tout le secondaire et l'enseignement technique, les comités pédagogiques ont toujours existé et ça existe. Même aujourd'hui, le gouvernement a bien créé. Et les comités pédagogiques sont rémunérés sur la base d'heures supplémentaires. Ça a toujours existé, ça existe encore. Peut-être au fondamental, ça n'existe pas, mais... Moi, au lycée, chez nous, les comités pédagogiques existent des noms, là. Mais ça existe des noms. Quand vous prenez les professeurs de lettres se retrouvent, ça c'est un comité pédagogique, mais il n'y a aucune fonction ici. Absolument rien. Alors, docteur Dambélé va poursuivre. Merci beaucoup. Moi, il faudrait éviter l'amalgame. Ici, l'idée n'est pas de casser le mouvement de grève des enseignants. Ça, il faut être clair. Il ne s'agit pas de remplacer un enseignement physique par un enseignement à distance. Mais il s'agit de faire en sorte que l'on puisse trouver un contournement à la fermeture des classes. C'est là le débat. Sinon, s'il s'agissait de remplacer totalement un enseignement en présentiel par un enseignement à distance, le débat sera autre. Voilà. Ici, c'est vraiment uniquement pour une situation exceptionnelle. Vous parlez un moment de séquentialisation des cours. Ça ne pose aucun problème technique. On peut faire un cours de 10 minutes, on peut faire un cours de 20 minutes, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, c'est mieux. C'est mieux qu'on séquentialise d'abord 10, 15 pour les enfants, pour les jeunes enfants, dont la concentration, le temps de concentration est déjà connu scientifiquement. Donc, à propos des cours à mettre en ligne, le problème n'est pas technique. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait pour construire ces cours, qui fait le cours, et quel est le dispositif de diffusion, et quel est le dispositif d'accueil des cours. Le débat devrait se situer à ce niveau-là. Comment les enfants reçoivent les cours, dans quelles conditions, comment ils reproduisent les cours. Vous avez parlé de téléphone Android, oui. Une fois que les cours sont donnés, normalement, on doit pouvoir multiplier, reproduire le même cours une fois. Ça veut dire que c'est très bien pour les enfants. C'est-à-dire un enfant qui a un rythme de compréhension très lent va écouter 10 fois. Alors qu'un enfant qui a un rythme de compréhension très rapide, 5 fois, ça lui suffit. Donc, techniquement et pédagogiquement, l'usage des technologies modernes ne souffre d'aucune ambiguïté. C'est très utile. Maintenant, l'opérationnalisation dans notre contexte peut être sujet à débat. M. Almoudou disait que parmi les gens qui vont donner ces cours, il y a des gens qui n'ont pas enseigné depuis plus de 10 ans. Que ça risque de poser problème. C'est le syndicaliste qui parle. Je suis d'accord avec lui. Mais en réalité, les normes d'enseignement, les contenus sont connus. L'enseignant, il anime le cours, mais il n'est pas concepteur de ce qu'il enseigne. Monsieur le sait, moi je suis enseignant. Donc, en réalité, cela ne pose pas de difficulté. La difficulté n'est pas de prendre un conseiller pédagogique, d'ailleurs il est enseignant.
Il peut ne pas être en classe pendant 10 ans, mais il a un référentiel enseignant. Et sur la base de ce référentiel enseignant, il peut donner des cours qui peuvent être de qualité. Mais si on dit que ce n'est pas de qualité, il est éloigné, bon, ça c'est le discours du syndicaliste. Et je suis d'accord avec lui de développer cet élément-là. Mais pensez-vous que cette continuité pédagogique, ces mesures prises peuvent permettre d'éviter une année blanche au Mali? Non, pas du tout. Je ne pense pas que l'esprit du gouvernement est d'éviter l'année blanche. L'esprit du gouvernement, à mon avis, ma façon de comprendre cet esprit, c'est de dire que les enfants ont duré sans lien avec l'école. Il faut nouer le lien avec l'école. Il faut donner des enseignements qui puissent rappeler aux enfants que l'école existe, qu'ils ne doivent pas trop s'éloigner de cet espace, en tout cas même virtuel. Donc il faut éviter l'amalgame de dire que non, avec ça on va essayer de sauver ceci, on va sauver cela. Ça c'est vraiment un autre dispositif. Partagez-vous l'avis de l'association des parents d'élèves du Gamadi Sissoko qui disait que l'année est déjà blanche au Mali? Bon, je le pense. Je pense qu'on a perdu beaucoup de temps pour cette année exceptionnellement, et depuis l'année passée d'ailleurs. Et je pense que l'idée c'est de maintenir le lien avec l'école, avec les cours à distance, donner le temps à la maladie de s'arrêter, donner le temps au gouvernement de négocier avec les collègues enseignants et que plus tard on puisse démarrer avec beaucoup de chances de réussite de l'année nouvelle, à mon avis. L'année sera-t-elle blanche? Je ne peux pas répondre à cette question au stade actuel, mais je vais vous rappeler quand même quelque chose. L'année dernière, c'est vers le 20 mai que les cours ont repris. Pourtant, l'année n'a pas été blanche. Avez-vous été on satisfait est du encore résultat? dans ce délai-là pour le moment. Oui, mais est-ce que le résultat était satisfaisant? Je pense que le résultat était satisfaisant. Avec l'effort de tout le monde, on a pu colmater les brèches. Et je ne connais pas un établissement qui n'a pas épuisé son programme du deuxième trimestre. Même les écoles fermées? Je ne connais pas un établissement l'année dernière. Je parle de l'année dernière. Oui, l'année dernière, il y avait des écoles qui étaient fermées aussi. Non, chaque année, il y a des écoles fermées dans les zones d'insécurité. Ça, là, nous, on ne compte même pas ça. Et le nombre va, tu vois, en début octobre, le nombre qui était là, c'était moins de 1000. Mais au bout de 3 semaines de cours, ça a dépassé les 1000. Donc ça existe tout le temps. Dans les zones d'insécurité, il y a toujours ce problème d'écoles fermées. Mais je pense que les cours à distance, au-delà de ce temps, peuvent aider les enfants de ces zones-là à rester en contact avec l'école. Peuvent aider ces enfants-là. La majorité des enfants dans ces zones-là, ça peut les aider. Il suffit de trouver des mécanismes pour les faire parvenir les ressources. C'est tout. Et on va écouter Tatraouré, qui est membre de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AIM, sur cette question. Concernant la crise scolaire, je pense que nous tendons vraiment sur une année blanche parce qu'en réalité, depuis le début de cette rentrée, les primaires n'ont pas pu étudier. Nous, membres du bureau de coordination, depuis le début de l'année, on a essayé vraiment de démarcher le gouvernement pour que le gouvernement puisse anticiper la grève des enseignants. Bon, le début de cette rentrée, on a démarché l'autorité en charge de l'éducation. On a rencontré aussi vraiment le corps enseignant aussi pour que nous ne soyons pas plongés dans autre crise que celle de l'année passée. Pour que l'État prenne une volonté politique pour gérer l'école malienne. Quand même, l'État a la possibilité de gérer la crise. Selon moi, ce n'est pas possible. Voyons les villages, les régions, les zones recarlées. Tout le monde n'a pas l'accès à la smartphone. Donc ça, c'est de l'affirmation, c'est des désinformations, c'est des choses médiatiques que l'État veut nous faire savoir. Alors, M. Almoudou, est-ce qu'aujourd'hui, l'État peut compter sur les enseignants pour accompagner ce processus-là? Lequel? Sur la continuité pédagogique. Non, en fait, je pense que nous, on a déjà donné notre réponse par rapport à ça. Et nous ne sommes pas dans la dynamique, parce que nous ne souhaitons pas être complices d'une communication gouvernementale. Parce que pour nous, ça ne vise qu'à préparer au gouvernement une communication. Mais n'est-ce pas au bénéfice des élèves en termes de révision des cours? Non, nous ne pensons pas que la majeure partie des enseignants et des enfants puissent être bénéficiaires de cette politique-là, de cette initiative-là. Je le répète encore, nous ne sommes pas contre la méthode.
Nous ne sommes pas contre la méthode, mais l'utilisation qui en est faite aujourd'hui. Si vous me permettez, moi, je voudrais dire... Juste une autre question. L'année est-elle blanche selon vous déjà? Non, dès lors que le directeur national du centre national des examens n'est pas en mesure de répondre, moi je ne peux pas répondre. Mais vous, en tant qu'enseignant, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les élèves peuvent poursuivre les cours avec tout ce temps perdu? Non, en fait, il suffit tout simplement que, vous savez, quand les hommes se mettent ensemble, comme on l'a dit, l'impossible n'est pas... Voilà, il y a rien d'impossible. Qu'est-ce qui empêche que les hommes puissent se mettre ensemble pour que ça c'est les raisons qui nous amènent à aller en grève. C'est le fait que le gouvernement du Mali refuse d'appliquer une loi de la République. Tout ce qui nous amène à ça, c'est ça. Dans un pays, les lois sont faites pour être appliquées. Donc, même avec la fin du coronavirus, si cette loi n'est pas appliquée, les enseignants ne rentreront pas en classe. C'est une évidence aujourd'hui qu'à la fin de ce mouvement, forcément que nous, le gouvernement que nous retrouvons, pour qu'on puisse voir dans quelles conditions, dans quelles modalités nous allons appliquer la loi. Tant que cela n'est pas fait, il est difficile pour les enseignants aujourd'hui d'aller dans n'importe processus d'enseignement aujourd'hui. Rapidement, vous vouliez réagir? Non, je voudrais réagir par rapport à ce que le docteur disait. Et effectivement, on ne veut pas rentrer dans c'est pourquoi dans notre argumentation, on n'a pas évoqué la revendication des enseignants. Mais aujourd'hui, tout porte à croire, en tout cas au niveau du département de l'éducation, au niveau du gouvernement, qu'on est en train de chercher des astuces pour remplacer les enseignants. Tout porte à croire ça. Quand les enseignants sont en grève, le Premier ministre ne s'est pas gêné de dire qu'il va recruter des volontaires à la place des enseignants. Mais c'est une évidence là qui est là. Donc, toutes les astuces sont utilisées pour voir est-ce qu'on peut faire fonctionner l'école sans les enseignants. C'est ça. Et aujourd'hui, même si l'objectif ici, c'est de maintenir les liens entre les élèves et l'école, c'est ça l'objet, mais ça ne nous empêche pas de regarder en arrière, parce qu'on a été une fois poignardé. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que cette mesure-là peut remplacer les enseignants? Celle-là, vous dites que l'objectif est de remplacer les enseignants. Le cours à distance? Non, le cours à distance ne peut pas remplacer les enseignants parce qu'ils ne sont pas là-dedans. D'accord. Voilà. Docteur Dambélé, comment faire pour que cette mesure-là puisse être une réussite? Merci beaucoup. Je crois qu'il faut se méfier de l'idée que les cours à distance, dans le contexte que nous connaissons, le contexte improvisé, puissent être un palliatif à une année blanche. Ce n'est pas ça l'esprit. D'accord? Il s'agit de maintenir les enfants dans les liens de l'enseignement-apprentissage pendant un certain temps, afin qu'ils n'oublient pas ceci ou cela. Ça s'arrête là pour l'instant. Maintenant, si nous devons utiliser ça à long terme, on doit réfléchir, d'accord, sur les contenus, comment les agencer, etc. D'accord? Maintenant, vous posez la question de savoir si est-ce que cet enseignement va produire un effet attendu, c'est ça? Ah oui, l'effet attendu, le premier effet attendu, c'est pas un effet en faveur de la continuité pédagogique dont parlait un moment le professeur, mais c'est de dire que l'école existe et que des enseignements sont possibles à distance pour un public donné. Le public aura accès à l'information. C'est cela. Et ils ne seront pas tous les enfants au même niveau et à la même échelle d'information. Mais puisqu'on a la possibilité de multiplier une source qui diffuse, cette source est captée et démultipliée. Donc ça peut accéder progressivement aux destinataires, quels que soient leurs moyens, mais pas au même rythme. Et donc, pour moi, j'enseigne technologie éducative à l'université. Je sais que c'est possible. Et votre étudiant parlait aussi d'année blanche. Bon, l'année blanche, je crois que ça, c'est une question politique. Mais à l'université, dans le contexte LMD, on ne parle pas d'année blanche. Parce que ce terme-là devrait un peu disparaître à l'université. Il représente l'association des élèves et des étudiants. Oui. Donc peut-être une année blanche pour les élèves. Oui, pour les élèves, d'accord, mais à l'université, non. Il y a quand même un ensemble de dispositifs qui permet la continuité à distance si les conditions sont réunies. Et c'est d'ailleurs plus possible à l'université que dans les petites classes. Voilà, parce que l'université, c'est vraiment... L'enfant peut exploiter sans assistance les cours qu'on lui donne. Maintenant, dans les petites classes, il a besoin d'assistance. Ce que je voudrais ajouter, et ce que je ne trouve pas du tout dans le discours qu'on construit autour de l'enseignement à distance, c'est qu'on a un vivier, un réservoir
de situation pédagogique dans les familles. Je crois que le ministère doit appeler les familles à se mobiliser pendant ce temps mort pour qu'elles puissent développer des réflexes favorables à la continuité pédagogique. Ça veut dire quoi? Si vous avez 2 enfants, 3 enfants à la maison, vous créez les conditions pour que ceux-ci puissent travailler ensemble, quel que soit leur niveau. Ça, c'est extrêmement important. Je trouve ça plus important que l'enseignement à distance. Parce que les enfants qui sont en 3e année, 4e année, si on les organise un tout petit peu, ils peuvent être ensemble, ils peuvent échanger. Ça assure d'une façon, pas la meilleure, mais disons que moyennement, que l'enseignement à distance pour pouvoir... C'est plus efficace que l'enseignement à distance. Oui, je pense, mais ça peut se faire autour de l'enseignement à distance. C'est-à-dire l'enseignement à distance peut être un piédestal. On peut poser le pied sur ça pour pouvoir animer les cercles familiales. Parce que nous avons la chance d'avoir des familles où on a 3, 4 enfants, 5 enfants, et qui sont à différents niveaux. Si on arrivait à les mettre ensemble de temps en temps, et ils peuvent apprendre les uns des autres. Ce dispositif, je crois qu'il faut activer ce dispositif. Monsieur Maïgas, est-ce que ces cours à distance concernent toutes les classes, de la 1e à la 9e année? Oui, ces cours à distance concernent toutes les classes de la 1re année jusqu'à l'université. Il ne faut pas se limiter à la 9e année. Pour l'instant, les premiers cours concernent les classes d'examen. Je reviendrai aussi sur le programme. En fait, on dit de partir à partir de l'état d'avancement des programmes et de continuer avec ça. On connaît l'état d'avancement des programmes. Au fondamental, les CAP connaissent. Au secondaire, les proviseurs et les inspecteurs pédagogiques régionaux connaissent. Parce que les inspecteurs pédagogiques régionaux viennent d'effectuer 2 missions au mois de mars et au mois de février. Donc, ils connaissent la situation de l'état d'avancement. Les proviseurs aussi ont été convoqués. Ils connaissent l'état d'avancement. Donc, je vais vous dire, les conseillers pédagogiques, contrairement à ce qu'ils pensent, les conseillers pédagogiques, normalement, ils sont quotidiennement en classe pour observer les enseignants, pour apporter des corrections. Ils sont quotidiennement en classe pour observer les stagiaires des IFM, pour les apprendre. Donc, ce sont des gens qui sont permanemment en classe. Vous dites normalement, mais est-ce qu'en réalité, c'est le cas? En réalité, ils sont en classe. En réalité, ils vont en classe, permanemment. Permanemment, ils vont en classe. C'est peut-être dans les zones reculées où, des fois, ils ont des difficultés à cause de l'insécurité pour se déplacer. Et là, ils ne peuvent pas être permanemment avec les enseignants. Mais sinon, dans les villes comme Bamako, ils sont permanemment en classe. Ils sont permanemment sur le terrain. Dans les grandes villes, en général, ils peuvent se mouvoir sans trop de difficultés. Mais dans les zones d'insécurité, ça pose problème souvent. Vous dites que ça concerne toutes les classes. Mais comment ensuite, et quand est-ce que je reprends. Sinon, si je prends le cas de l'enseignement secondaire général et l'enseignement technique et professionnel, tous les gens qui vont donner les cours, ce sont des profs qui exercent en classe, soit du public, soit du privé. Il n'y a pas un inspecteur qui va donner un cours au niveau de l'enseignement secondaire général ou l'enseignement technique et professionnel. Tous les cours seront assurés en général par des profs, soit du public, soit du privé. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de problème. Ce sont des enseignants réels qui sont en classe qui vont animer ces cours. Alors, comment et quand est-ce que les gens peuvent-ils suivre ces cours? Bon, il y a un programme qui est déjà donné au niveau de l'ORTM pour dire que tel cours passe à telle heure, etc. Et je pense que des cours ont passé ce matin. Cet après-midi aussi, des cours vont passer. Toujours, je pense que ce serait le fondamental. Au niveau du secondaire, les enregistrements continuent même ce matin. Donc, il y a déjà des cours au niveau du secondaire qui sont disponibles, qui ont été enregistrés au cours à samedi et le lundi. Et donc, quand tout sera prêt, il y aura une programmation au niveau de l'ORTM. Ça, c'est l'ORTM qui donne les programmes de passage des différentes disciplines en conformité, en coordination avec l'inspection. Ousmane Almoudou, les négociations avec les autorités en 30 secondes concernant la grève des enseignants est-elle au point mort? Bon, on peut le dire. Depuis la dernière négociation le 12 février, il y a plus de rencontres entre le gouvernement et les syndicats. Ça, c'est vraiment
pour le moment. Et entre-temps, on avait déposé un autre préavis. Mais quand le coronavirus est arrivé et que les écoles sont fermées, on a écrit pour retirer le préavis. Donc pour le moment, il n'y a pas de préavis en cours. Mais il n'y a pas de négociation aussi. Les salaires sont-ils toujours disponibles ou est-ce qu'il y a des salaires bloqués? Non, les salaires sont gelés. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire à ce niveau qu'il y a des difficultés aujourd'hui. Il y a un acharnement du gouvernement sur les enseignants du Mali. Et les enseignants ne sont pas contre les retenues. Mais aujourd'hui, le gouvernement du Mali a décidé de bloquer les salaires des enseignants du Mali. D'accord. Quel avenir pour l'éducation malienne? Il nous reste juste 30 secondes pour le Dr Moriké Maïga. Merci beaucoup, M. Touré. Je pense que c'est ce climat délitaire entre les enseignants et le gouvernement qui complique davantage la situation scolaire. Sinon, si tout le monde se mettait ensemble, on peut faire avancer le bateau école de façon normale. Mais ces clivages, ces frustrations qui sont issues de ces négociations en échec, ceci crée un climat général difficile. Et probablement les cours à distance vont en pâtir. Parce qu'il faudrait que les enseignants s'impliquent, même si c'est à distance. Il faut la présence pour que ça puisse être une réussite. Merci à tous nos invités, Dr Moriké Dambélé, pédagogue, professeur à l'Université de Bamako, Ousmane Almoudou, secrétaire général du syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités qui représentait sur ce plateau le collectif des enseignants du syndicat signataire du 15 octobre, et Mohamed Maïga, directeur du Centre national des examens et concours du Mali. Je suis Mouhamadou Touré à la régie vidéo et audio, Peting Diara et Gagné Kanté. Le thème porté sur éducation au Mali, les cours à distance peuvent-ils éviter une année blanche dans le pays? Merci à tous. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edewani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.